Bonjour, La Voix est libre tous les samedis en direct sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour essayer de répondre à une question. L'heure de l'égalité entre les hommes et les femmes est-elle venue en politique et dans le reste de la société? Pour en débattre, Cécile Untermaier, députée socialiste de Saône-et-Loire. Bonjour, Catherine Hervieux, vice-présidente Europe Écologie Les Verts du Grand Dijon. Bonjour à vous. Christine Robin, première adjointe UDI du maire de Mâcon. Bonjour. Et Marie-Claude Jarraud, conseillère régionale UMP de Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour Marie-Claude Jarraud. Et on attend vos questions, vos réactions qui seront mises à l'antenne. Alors vos questions sur notre site internet et aussi sur le réseau Twitter. C'est tout simple avec le hashtag #F3 Bourgogne et ces questions pourront être affichées pendant l'émission. Alors il y a peu, un collectif de femmes politiques de droite et de gauche a frappé fort en publiant un manifeste intitulé « Sortons la politique du Moyen-Âge ». C'est le titre qu'on a décidé de donner à notre émission aujourd'hui. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un passage. Exclure les femmes des réunions, leur couper la parole, faire des bruits d'animaux pendant leurs interventions, des remarques sur leur tenue, sauter leur tour sur la liste quand il faut choisir un chef. Allez, je m'arrête là. Elles ont dit ce sont des pratiques ridicules, désuètes et inacceptables. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous le demander à toutes les quatre, mais en commençant par Cécile Untermaier. Vous siégez à l'Assemblée. Il y a eu un certain nombre d'histoires récentes. Est-ce que c'est vrai, ça, Cécile Untermaier? En tout cas, s'agissant de Véronique Massonneau, c'était vrai. Et c'est vrai que la stupéfaction était chez nous, parce que nous n'imaginions pas qu'un député, la représentation nationale, puisse se livrer à des plaisanteries de si mauvais goût. Donc nous avons réagi fortement. Vous le savez, puisque nous avons boudé l'hémicycle et nous sommes rentrés en force sous les applaudissements des députés de la majorité pour manifester notre désapprobation. Le journal Elle s'en est fait l'écho également. Et on le déplore. Bon, ceci dit, c'est le fait d'un homme. Mais dans la vie quotidienne de l'Assemblée? Alors, dans la vie quotidienne de l'Assemblée, moi, j'ai pas eu personnellement à souffrir de comportements machistes. En revanche, dans son fonctionnement profond, il est bien évident qu'il y a des choses à revoir. Il y a des habitudes qui sont là depuis des années, des codes dans lesquels les femmes n'ont pas toujours leur place. Je pense qu'il faut avoir 200 fois raison sur quelque chose pour être entendu quand un homme à 50% a raison. C'est vrai aussi que pour un projet de loi, très souvent, le rapporteur est un homme et la femme est responsable, c'est-à-dire en background de ce projet de loi. Donc il y a des choses effectivement à revoir et je confirme, sans pour autant être catastrophé par la situation. Nous avons, l'énergie et la capacité, je pense, à modifier les choses. On va en parler justement de cette émission. Marie-Claude Jarraud, vous êtes conseillère régionale, vous êtes candidate aux élections municipales. D'ailleurs, vous avez tous finalement un niveau, des niveaux de mandat un petit peu différents, donc ça va être intéressant. Vous confirmez? Je confirme. C'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, peut-être pas, mais je confirme, et cela dure depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Si je me réfère à ce qui s'est passé par rapport à Madame Veil, déjà, qui défendait une loi ô combien importante et forte pour les femmes, en 1974, les députés se sont mal conduits par rapport à cette femme qui avait tout le respect, je crois, de la nation entière. Alors, je confirme aussi que les femmes sont beaucoup, comme l'a dit Cécile Untermaier, en background, c'est-à-dire qu'elles préparent, elles assurent l'intellect de l'opération, et c'est souvent l'homme qui va aller devant les micros, devant les caméras. Ça n'est pas le cas à la région. Bon. Je dois dire que notre chef de groupe, notre responsable de groupe est une femme. Et pour le coup, le fait que ce soit une femme nous permet d'être presque à parité. Catherine Hervieux. Vous appartenez à un parti qui se bat beaucoup pour la parité. La preuve, c'est que nous, malgré des scrutins, des modes de scrutin qu'on déplore, les scrutins uninominaux, notamment pour la députation, on finit par arriver à avoir des groupes strictement paritaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et ça veut dire aussi qu'il y a une volonté forte. Vous avez d'ailleurs 2 présidents de groupe à l'Assemblée. On a une coprésidence, oui, François de Rugy et Barbara Pompili. C'est pas prévu dans le règlement intérieur, mais c'était aussi une façon, symboliquement, de faire avancer la question de la parité. Bon, après, voilà.
Ça veut dire aussi que notre formation en interne prend beaucoup d'énergie pour arriver à cette parité de résultats. Pourquoi ? Parce que si on est dans les projets à vouloir faire évoluer cette question, il faut bien aussi que les formations se montrent le plus exemplaire possible. La loi, c'est le levier fort au niveau de la société, mais c'est vrai aussi que ça doit partir des regroupements associatifs ou politiques. Après, je voudrais dire quand même quelque chose, c'est que les députés, ils ne sont pas hors sol, mais ils sont parfois beaucoup plus conservateurs que l'ensemble du pays. Et je crois que les épisodes auxquels on fait référence le traduisent très bien, parce qu'on est un pays paradoxal. On a un des plus forts taux d'employabilité des femmes au niveau de l'Europe. Ouais. Et en même temps, un très fort taux de natalité, pareil, au niveau des pays comparables de l'Europe. Et en même temps, on voit bien encore des conservatismes au niveau législatif et au niveau de la représentation symbolique, mais pas que, du pouvoir de décision. Et c'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on avance. Et on va en parler avec la loi qui est en discussion en ce moment sur l'égalité homme-femme. Christine Robin, quand on est adjointe au maire, qu'en plus vous vous occupez d'économie, en contact aussi des chefs d'entreprise d'ailleurs, ce qu'on décrit là, c'est quelque chose que... Alors vous, que vous avez vécu dans votre parcours, vous vivez au quotidien ou pas ? Oui, je crois, effectivement, moi, ma première approche du monde politique, c'était en 1995 pour une campagne municipale. À l'époque, le RPR avait donné l'investiture à une femme, c'était Jacqueline Falconet, et Roger Couturier, qui était député, je crois à l'époque, n'a pas supporté cette offense, parce que c'est un petit peu comme ça que les choses ont été dites, et donc il a décidé de partir en dissidence. Alors il est venu me contacter, parce que moi j'étais de la société civile, et je dis, il est venu me contacter, c'est une erreur, parce qu'en fait, il s'est allé s'adresser à mon mari, et il est allé voir mon mari qu'il connaissait pour lui demander s'il pouvait emmener sa femme dans la campagne. Alors, c'est vrai que mon père était un peu loin parce qu'il était en Bretagne, donc il n'a pas pu aller s'adresser à mon père, donc il s'est adressé à mon mari. C'est quelque chose d'assez scotchant, quoi. Ça caractérise bien un petit peu tout l'environnement qui, au demeurant, je ne suis pas sûre qu'en 15 ans, 20 ans, ça ait beaucoup changé. C'est un petit peu toujours ça. Je crois qu'aujourd'hui, on accepte des femmes qu'elles soient de bonnes secondes. Par contre, comme elles ont été dans le temps de bonnes épouses, mais on n'est pas encore prêt à avoir dans les femmes peut-être des numéros 1. Et c'est vrai pour que ce soit au niveau des maris, des chefs, etc. Donc je pense que oui, ces archaïsmes-là, ils existent toujours. Et effectivement, s'il faut qu'on arrive à faire changer quelque chose, c'est le regard du monde politique sur la femme politique. Et j'ai le sentiment quand même que dans la société civile, même s'il y a encore beaucoup de choses à changer, et on peut en parler tout à l'heure dans le cadre de l'égalité sociale, économique, etc., pour le coup, en politique, il y a des lourdeurs qui sont un peu longues à traîner, et elles se ressentent tout à fait au quotidien aussi. Alors, vous nous amenez finalement au premier point qu'on voulait aborder, qui était, ça a été un tournant dans la vie politique française, c'est la loi de 2000 sur la parité. On va rappeler qu'elle a surtout, d'ailleurs, cette loi de 2000, influencé les conseils municipaux, les conseils régionaux, les agglomérations. Pas toutes, hein. Pas toutes, certaines. Non, parce que le mode de scrutin, le mode de désignation sur les agglos... J'aurais pas dû dire agglomération, vous avez raison. Je vous incluais dedans parce que vous êtes au Grand Dijon, mais vous avez raison. Vous avez raison. Ce qu'elle avait de nouveau, surtout, c'était les sanctions financières, qui étaient extrêmement importantes. Moi, j'ai envie de vous poser une question pour rentrer dans ce sujet, plutôt que de se demander à quoi ça a servi, parce que vous avez toutes évoqué des expériences proches, mais il y a un point qu'on sait, c'est qu'il y a un parti en France qui a payé beaucoup plus d'amendes que les autres, c'est l'UMP. Est-ce qu'il y a une ligne de fracture, des différences, parce que vous appartenez à 4 partis politiques différents. Donc on est dans une émission politique, je crois qu'il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des approches politiques différentes de la parité ? On sait que l'UMP a très peu respecté cette loi sur la parité. Je commencerai par vous, Marie-Claude Jarrot. Comment vous le vivez ? Est-ce que vous me confirmez que c'est un parti dans lequel la parité, pour l'instant, n'est pas la priorité ? Alors, l'UMP, effectivement, vous avez raison, a payé cher. Je confirme que c'est un parti qui est archaïque, donc par rapport à cela, ça n'est pas la priorité, ça n'est pas sa priorité. C'est dommage, je le déplore, j'espère qu'on va progresser. Néanmoins, je pense quand même que le fait qu'il y ait un certain nombre de femmes qui aient été élues députées, qui aient été élues sénatrices, qui aient été élues dans les exécutifs des conseils régionaux, qui aient été élues maires, permet de faire progresser l'esprit. Mais je
je crois que, alors je vais dire quelque chose qui n'est pas très sympathique, mais je crois que tant qu'on ne se sera pas débarrassé des dinosaures, qui pensent autrement. Hein. J'ai été la fille, puisqu'il n'est plus là maintenant, mais mon père était un dinosaure qui pensait un peu comme cela aussi. Tant qu'on ne sera pas débarrassé de ces dinosaures-là, eh bien, on n'arrivera pas à faire progresser les choses. Alors, moi, je mène une liste municipale et je suis une femme. Je considère que je n'ai pas de difficulté par rapport à mon parti et par rapport aux colistiers à être une femme. Enfin, je ne ressens absolument pas, et je pense être très sensible là-dessus, je ne ressens absolument pas de défiance par rapport à mes colistiers hommes, et je ne ressens pas non plus de défiance dans le monde économique. Donc c'est par notre présence, par notre action, par nos propos, par notre volonté d'être là et d'exister pas comme personne sexuée, mais comme femme ou homme d'engagement, comme genre humain engagé, que nous allons faire progresser nos partis. Catherine Hervieux, en même temps, la loi de 2000, c'est une forme de discrimination positive. Elle a été très critiquée à l'époque. Est-ce qu'avec du recul, c'était une bonne idée? Est-ce que ça a permis, de votre point de vue, c'est la question que je pose un peu à tout le monde, mais un changement vraiment et l'arrivée d'une nouvelle génération de femmes? Moi, je me souviens des débats qu'il y avait, et notamment de la position d'Elisabeth Badinter, qui se posait beaucoup de questions sur cette loi par rapport à l'approche universelle républicaine qui est spécifiquement française. Moi, j'étais à un moment donné très partagée. Mais cette loi, c'est aussi dans le cadre de la mandature 97-2002, ce sont quand même les écologistes qui ont apporté, qui ont poussé à cette parité. Et pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, si on attend, et Madame Jarot vient de parler de sa formation, mais si on attend la bonne volonté, on va encore attendre 100 ans, 150 ans, 200 ans. Il y a un moment donné, il faut se donner les outils pour faire évoluer les mentalités. Et donc, cette loi était, à l'instant T, devenait vraiment nécessaire. Du coup, moi, après des interrogations, je dis oui. Double oui, et on voit aussi qu'on a encore besoin de renforcer tout ça avec le débat qu'on a actuellement. Et comme on est dans une situation de crise qui perdure de décennie en décennie, on voit bien les crispations générales qui touchent le pays, et la crispation, elle touche aussi le rapport homme-femme. Et donc, il faut remettre ce chantier sur cet ouvrage sur le métier. Où en serions-nous si nous n'avions pas eu la loi? Oui, tout à fait. Posons-nous la question. Christine. J'étais plutôt, quand la loi a été votée, j'étais plutôt contre, parce qu'effectivement, il y avait un peu un sentiment dégradant. C'est-à-dire qu'on était renvoyé au rang de quota, il fallait absolument... Vous l'avez sentir, vous l'avez ressenti dans les mois qui ont suivi la loi, les années qui ont suivi la loi? On l'a ressenti forcément, parce que moi j'étais sur une liste en 2001 sur la ville de Mâcon, donc forcément parité obligatoire, pas forcément encore à ce moment-là dans l'exécutif, mais au moins sur la liste, et c'était la chasse à la femme, parce qu'il fallait absolument les trouver. Donc forcément qu'on l'a ressenti. Moi j'étais pas forcément favorable à ça. J'ai toujours combattu aussi le fait d'avoir des domaines réservés. Dire que ce qu'il faut, c'est naturellement les postes sur l'enseignement ou les postes sur le social, ça revenait au féminin. Donc moi, j'ai aucune attitude contre ces valeurs-là. C'est des notions qui sont importantes et des choses qu'il faut défendre dans la société. Mais nous, femmes, il faut qu'on ait le choix. On a le choix en fonction de nos compétences et de nos parcours de savoir de quoi on veut s'occuper. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, avec le recul, je suis beaucoup moins contre cette loi, parce que ce qui me semble, c'est que les femmes sont, effectivement, on leur a fait une place, mais il n'empêche qu'il y a encore des freins, et notamment des freins pour que les femmes arrivent en politique. Et c'est sur ces freins-là maintenant qu'il va falloir travailler, parce qu'en fait, il faut qu'on travaille sur aider et accompagner les femmes à vouloir faire de la politique. Parce que c'est un monde qui est effectivement reconnu pour sa violence, pour son machisme, pour sa misogynie, etc. Et donc, il faut qu'on y aille. Et c'est... alors, pour ce qui est de l'UDI, puisqu'on parle chacun de son parti politique, je dirais, l'UDI est plutôt neuf, puisqu'il n'a qu'1 an d'existence pour l'instant. Donc, ça aurait été quand même un peu fort de café que la féminisation et le rajeunissement, parce qu'on pourrait parler aussi du rajeunissement des classes politiques, ne soient pas inscrits en lettres d'or dans le pacte fondateur. Donc ça l'est, et de fait, ça oblige effectivement la direction nationale à respecter cet engagement basique
que ce soit en termes de parité au niveau de la direction nationale, à travers un certain nombre d'outils, le développement du Club 52. Alors le contre-gouvernement, par exemple, de l'UDI, qui est un parité égale, Mais je vous ferai donc remarquer obligé que d'aller dans ce le patron sens. du parti n'est pas une femme. Non, Quand mais ça Ouais. ne veut pas Quand on dire crée un que nouveau le parti- suivant- Non plus. Hein. Oui, il y en a peu autant que cette. Non, nous. Tout à fait. J'ai dit Voilà. peu. Et J'ai nous, pas on dit fait pas. l'alternance. J'ai pas dit Mais pas. je crois que si vous voulez, les efforts que l'on a à faire, Oui. c'est le jour Dans nos- où dans nos le choix ne se instances fera pas internes aussi. sur la base du sexe, mais sur la base des compétences, ce jour-là, on aura gagné. Je crois qu'on parle beaucoup en ce moment de l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde de rugby 94-95. À l'époque, dans l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, il fallait des Noirs parce qu'ils étaient des Noirs. Aujourd'hui, dans l'équipe de rugby, plus personne se pose la question. Donc, je crois qu'ils vont chercher des joueurs compétents. Donc, on aura gagné en politique quand on ira chercher des compétences et non pas un homme ou une femme, parce qu'il faut qu'on se compte en parité. Cécile Untermaier, ça a changé beaucoup de choses la loi de 2000 au Parti socialiste ou pas? C'est ce qu'on dit effectivement les interlocutrices qui m'ont précédé. Il faut rappeler quand même que c'est une loi Jospin, que nous nous sommes battus à ce moment-là pour cette parité dans ces listes, que ça n'a pas été simple à mettre en place et que finalement nous étions dans la bonne voie, en quelque sorte en précurseur de ce qu'attendait la société. Parce que ce que je voudrais dire dans le domaine législatif, il faut savoir que la loi ne précède pas la société mais suit la société. Et si nous en sommes là, c'est parce que la société le demande. C'est pas parce que les politiques d'un seul coup se sont réveillés le matin en disant bah tiens je vais mettre la parité parce que finalement c'est pas mal. C'est parce qu'il y a une pression sourde mais continue qui fait que eh bien, la parité s'impose. Nous sommes plus dans une société dite primitive où il y avait une différenciation des rôles hommes-femmes. Nous sommes dans une société où finalement les tâches peuvent être remplies par les uns et par les autres à raison de la forte technicité de notre société notamment. Donc ça s'impose à nous. La femme est majoritaire dans la société et la parité s'impose, mais pas seulement en politique, elle s'impose en politique, mais cette notion d'égalité, parce que finalement la parité, c'est pas la parité pour la parité, c'est là-dessus que je voudrais insister. La parité, c'est pas un objectif en soi. Ce qui est important, c'est de bien ressembler à la société que l'on veut guider. Et d'ailleurs, dans le projet de loi en discussion actuellement, il n'est plus question de parité, il est question d'égalité. Il y a question d'égalité. Alors, la parité, c'est une partie de l'égalité. Dans le monde politique, ça peut être la parité avec des quotas parce qu'on n'a pas d'autre solution. Mais c'est aussi la qualité, c'est l'égalité dans la lutte contre les violences, c'est l'égalité dans le monde éducatif. C'est une approche globale que nous devons avoir par rapport à la présence des femmes dans la société, la prise en considération des femmes et dans le monde politique aussi, au travers de cette loi de 2000 et au travers des nouvelles dispositions qui ont été prises dernièrement sur lesquelles vous allez sans doute nous interroger. Je voudrais compléter parce qu'en fait, on parle de rebondir sur ce que Cécile Untermaier vient de dire, sur la représentation la plus fine possible de la société. On a des modes de scrutin, et nous, les écologistes, c'est une de nos batailles sur le champ institutionnel, on a des modes de scrutin qui ne le permettent pas. Pourquoi nous, on défend les scrutins de liste à la proportionnelle? Parce que quand on veut traiter à la fois la question de la parité, mais aussi la question de la représentation de l'ensemble de la société, on parlait des jeunes, ça a été cité, et puis une représentation aussi de milieux sociaux, culturels et socio-professionnels qui sont quand même très très peu représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, voire dans les collectivités locales. Ce ne sont pas les scrutins uninominaux qui le permettent. On voit bien, ça a été en réalité, il y avait la parité, mais aussi le mode de scrutin proportionnel qui a tout changé. Et moi, je pense que cette question-là, il faut aussi la mettre au milieu du débat. Des modes de scrutin. Marie-Claude Jarraud. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Cécile Untermaier sur la pression de la société civile. Je crois que c'est très important, nous qui sommes aux postes qui sont les nôtres et qui avons des métiers. Moi, en ce qui me concerne, j'ai devant moi des étudiants et des étudiantes tous les jours. Et je mène une croisade et depuis très longtemps, je considère qu'il est important d'interpeller les jeunes femmes qui ont 18 ans à la faculté ou dans les classes préparatoires pour leur dire, ou ailleurs dans les classes de BTS, pour leur dire, mesdemoiselles ou mesdames, quelquefois il y a des dames, engagez-vous. Parce qu'elles se posent toujours la question de savoir si elles peuvent s'engager, parce que la vie leur paraît compliquée. Et cette petite
ce petit souffle que l'on instille tous les jours, cette petite goutte que l'on instille tous les jours auprès des jeunes femmes en leur disant mais vous pouvez vous engager, engagez-vous au niveau local, engagez-vous dans vos communes, engagez-vous dans les associations. Ça leur permet de prendre le goût et de prendre confiance en elles. Et ça, c'est un travail que, il me semble, nous, élus, nous avons le devoir impérieux de faire. La pression sur la société civile. Oui, mais je rejoins tes propos. Oui. Et c'est vrai que j'ai participé à la première table ronde de Femmes et Pouvoir à dont Paris on parlait la semaine dernière. Au début de cette émission. Et j'étais avec bien Chantal Joanneau. Et nous avons toutes évoqué le sentiment que les femmes avaient, d'une part, qu'elles ne savaient pas parler en public, donc elles ne vont pas en politique parce qu'elles redoutent de parler en public, elles pensent qu'elles ne sauront pas et qu'elles ne seront pas compétentes. Donc il y a cette humilité de la femme naturelle qui doit être combattue, qui doit être combattue, et enfin sur laquelle on doit amener. Justement, moi je rebondis sur ce que vous venez de dire toutes les quatre. Il y a eu la loi de 2000. Il y a une nouvelle loi qui est en discussion en ce moment, qui est portée par Najat Vallaud-Belkacem. D'ailleurs, je pense que le symbole était volontaire, une porte-parole du gouvernement qui est en même temps ministre du droit des femmes. Je pense que c'était pas anodin. Est-ce que c'est parce que, alors cette loi, il y a beaucoup de choses dedans, à la fois des choses qui concernent les violences faites aux femmes, les pensions alimentaires, l'accès, l'égalité dans le travail, dans le monde de l'entreprise. Aussi d'autres mesures plus coercitives sur la parité en politique. J'essaie d'être synthétique, même si c'est pas simple. Est-ce que c'est parce que maintenant, il faut agir sur la société, c'est-à-dire que la dimension politique ne suffit pas? Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que de votre point de vue, une loi comme celle-là, elle peut, on va dire, boucler la boucle, c'est-à-dire avoir des conséquences aussi sur la politique et sur la représentation des femmes? Parce que vous avez dit tout à l'heure, la question des quotas, c'était l'image que les femmes peuvent aussi avoir d'elles-mêmes quand elles arrivent en politique grâce à des quotas. Est-ce que une loi comme celle-là, elle peut tout changer? J'ai envie, Cécile Unterberg, que vous nous le disiez, parce que vous êtes à l'Assemblée, puis vous nous donnerez votre avis là-dessus. Alors moi, je pense qu'il est important de voir dans quel cadre s'inscrit cette loi. En fait, cette loi, elle vient après un arsenal juridique important qui a été mis en place. Il y a eu une première génération de droits, les droits civiques, après la libération, avec le droit de vote, et le droit pour la femme d'exercer une profession sans demander l'autorisation à son mari. On venait de loin. Il y a eu ensuite les lois relatives aux droits du corps. C'est la loi Veil dont tu parlais, c'est la loi Neuwirth, etc. Et après, on a eu avec la ministre Roudy les lois sur l'égalité professionnelle. Donc on a tout cet arsenal juridique et on constate que malgré cet arsenal juridique, eh bien, les inégalités demeurent. Elles demeurent au niveau salarial, elles demeurent dans les violences conjugales, elles demeurent dans la vie politique. Et cette loi, elle a le souci d'avoir une approche globale. C'est pour ça qu'elle vous paraît peut-être un peu compliquée à appréhender, parce qu'on va quand même dans de multiples directions. On parlera notamment de l'IVG plus tard, si vous voulez bien, qui a été apporté, un plus qui a été apporté par le Sénat. Que je n'avais pas évoqué. Voilà. Donc on est dans une loi, une approche globale, avec un article premier qui, à mon sens, est extrêmement important et qui donne la couleur de cette loi. C'est un article principiel qui dit que eh bien, l'égalité, elle se niche dans toutes les dimensions sociétales. Voilà l'objet de la loi. Catherine Hervieux, plafond de verre, il peut se briser avec ce genre de loi ou ce sera long? Non, oui, enfin, je pense qu'il faut vraiment continuer la ponctuation sur l'engagement du processus depuis 1940. C'est quoi le plafond de verre d'ailleurs? Le plafond de verre, c'est pas tant à l'instant T que les parcours de vie. Il y a un moment donné, pourquoi à 30 ans, effectivement, il y a pour beaucoup de femmes, il y a une parenthèse, mais j'ai même pas envie de dire une parenthèse, c'est simplement, c'est la vie, c'est la vie. Elles font des petits, et il y a un moment donné, 40% elles changent de profession. Voilà, et à un moment donné, sur le plan trajectoire professionnelle, il y a comme une suspension, on le voit dans plein de milieux. Il y a aussi la question du travail à temps partiel, qui touche essentiellement les femmes. Avec des horaires décalés, c'est tout ça aussi qu'il faut remettre à plat. Et quand on parle de l'égalité professionnelle, mais avec dans le monde du travail des contrats de ce type-là, il y a un moment donné, il va falloir quand même qu'on trouve une forme de cohérence. Et c'est ça qui va nous obliger aussi à envisager ces contrats de travail qui ne permettent pas une vie et une insertion socio-professionnelle correcte. Et c'est ça, moi, ce que j'attends de la loi, c'est qu'en fait, l'ensemble du pays se saisisse aussi de ces questions-là. Et
évidemment, ça veut dire d'autres négociations et d'autres enjeux avec la représentation patronale, la représentation syndicale, etc. C'est ce qui a été fait dans l'année. Je crois il y a une chose quand même qui est importante, c'est il faut redonner confiance aux femmes. Il faut leur ouvrir des portes. Et ça se fait à travers des modèles. Parce que dans la vie, on se projette toujours par rapport à un modèle. Or, aujourd'hui, on a l'impression, enfin moi j'ai le sentiment, que la société renvoie plus le modèle de la mère et cantonne la femme dans son rôle de mère. C'est très à la mode. Vous avez toutes les stars de cinéma qui se font photographier avec leur ventre rond. Vous avez toute une série de choses comme ça. Et on traduit, en fait, cette notion de libéralisation de la femme ou de liberté ou d'égalité à travers je suis capable d'assumer toute seule mes enfants. Moi, je m'occupe de Macon Habitat, de l'office HLM. Je suis absolument époustouflée de voir le nombre de femmes qui décident de se séparer de leur mari et de partir avec leurs enfants. Mais sans réfléchir à comment est-ce que financièrement elles vont assumer ça. Elles se retrouvent dans des situations d'extrême précarité. Ce n'est pas forcément uniquement pour des questions de violence. C'est parce qu'à un moment donné, la société leur a renvoyé l'idée qu'elles pouvaient être libres et que la liberté, c'était l'émancipation par rapport au conjoint. C'est quand même pas toujours la faute de la femme. Hein. Je ne dis pas que c'est la faute de la femme. Si elle se retrouve en situation isolée. Je dis pas que c'est la faute de la femme. Je dis que la société, enfin, à travers les médias, etc., on envoie des modèles et qu'un certain nombre de femmes prennent des décisions sans avoir forcément compris où était la grande difficulté. Et aujourd'hui, le problème on parle des familles monoparentales, c'est à 80% les femmes avec leurs enfants, sans que jamais l'aspect financier n'ait été réfléchi ou abordé. Et la précarité, elle vient de là. Et en fait, elles s'enferment dans un modèle où elles sont exclusivement mères. Elles ne se projettent plus dans un avenir professionnel. Elles n'essayent plus. Et ça, c'est très vrai. Oui. C'est très vrai dans les jeunes générations. Moi, c'est ce qui m'interpelle. Ça, je trouve que c'est un vrai point d'interrogation. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Oui, mais il y a un vrai phénomène qui est là. Et ça vient à travers les modèles. Marie-Claude Jarraud, vous voulez intervenir ? Il nous reste 1 minute 30 dans cette première partie d'émission qui se passe très vite. Par rapport à cette loi, ça serait bien que la boucle soit bouclée, pour reprendre votre expression. Je ne pense pas qu'on arrivera à boucler la boucle. Néanmoins, je pense que cette loi, je ne la trouve pas tellement compliquée, moi. Elle est structurée. Non, je l'ai compliquée à la résumer en quelques secondes, mais ce n'était pas une qualification de la loi. Elle est bien structurée en titres et elle est très intéressante parce qu'on peut l'aborder d'une manière séquentielle. Avec une coercition sur les entreprises qui est quand même nouvelle et qui n'a pas été partagée par tout le monde dans votre parti. Je pense qu'il y a une chose très importante dans cette loi, c'est surtout la partie sur la violence, les violences faites aux femmes. Parce qu'il y a les violences. Il y a les violences physiques, certes, mais il y a aussi tout le côté des violences psychiques et des violences intellectuelles et des insultes. Parce que je n'entends jamais de propos insultants entre deux hommes, mais les insultes, c'est toujours en direction des femmes. Et je crois que ça, c'est très important. Et nous avons ce travail de militante pour le droit des femmes à mener parce que nous sommes élus. Eh bien, je vous coupe parce qu'il nous reste 10 secondes, Christine Robin, mais on se retrouve juste après le flash de midi. Voilà, c'est le moment de nous arrêter pour 5 minutes. On va faire le point sur les informations de midi. On continuera après, Cécile Untermaier, juste donc dans à peu près 5 minutes. À tout de suite.